C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Cédric, bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps sur ce festival d'Angoulême à l'occasion de la sortie du tome 2 du Chant du Cygne. Est-ce que vous pouvez nous resituer le contexte du récit? Alors le Chant du Cygne, c'est donc l'histoire d'une escouade qui s'apprête à aller attaquer la côte 108 en 1916 et qui, après être sorti des tranchées, se retrouve avec une pétition dans les mains qui en fait circule entre les soldats, qui consiste à non pas arrêter la guerre, parce qu'ils savent très bien que les soldats ne peuvent pas arrêter cette guerre, mais qui a pour objectif d'arrêter de faire la guerre telle qu'elle est faite, c'est-à-dire leur dire arrêtons cette boucherie, on peut aller au front pour vous, mais ne sortons pas dans les tranchées pour mourir automatiquement. Voilà. Et donc cette escouade va récupérer cette pétition et va décider, ou pas au début, d'aller à Paris pour l'emmener. Donc ça part de simples soldats qui récupèrent donc la pétition dans un échange en fait en sortant de tranchées. Cette escouade elle est encadrée, un sous-officier, oui. Un officier. Oui. Ces deux officiers vont décider de suivre le mouvement. Comment est-ce qu'ils se retrouvent impliqués en fait? Je pense que ce sont deux officiers qui ont deux volontés totalement différentes. Le sergent Sabian, qu'on m'appelle Pat dans la bande dessinée, lui c'est un peu la papa poule, enfin la maman poule, c'est vraiment quelqu'un qui tient à ses hommes, qui les aime, même si d'extérieur on pense que c'est juste un râleur, donc par définition lui il a envie de les protéger. Il le fera à contre-cœur, il ne croit pas spécialement à la pétition, il ne croit pas tellement dans le rôle que peut représenter cette pétition. Mais je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure, au-delà de vouloir protéger ses hommes, il va évidemment se prendre en jeu parce qu'il va se retrouver à porter un rôle qui va au-delà de son grade. Et au-delà aussi de sa situation sociologique, si je peux dire, il va se battre pour aller au-delà de ça. Le lieutenant 4 c'est totalement différent. Le lieutenant 4 c'est un avocat à la ville, c'est quelqu'un comme beaucoup de gradés à cette époque-là qui suivit les ordres, ils étaient eux-mêmes sous pression. Et lui vit quelque chose, c'est une forme de drame personnel pour lui, et j'imagine ce qui devait être le cas pour beaucoup de gradés de cette époque-là, hein, c'est-à-dire qu'on leur donne l'ordre d'aller attaquer alors qu'ils savent qu'ils vont envoyer leurs hommes vers la mort. Et en même temps, ils ont le rôle, eux, d'aller écrire les lettres aux familles. Et donc, le lieutenant Katz, lui, arrive à un moment de sa carrière de soldat et puis de sa vie sur le front où ça commence à être trop dur à porter, toutes ces morts. Et donc, il fait mine d'être contre, mais au fond de lui, il pense que c'est quasiment sûr dès le départ qu'il pense que c'est la meilleure chose à faire et qu'il se dit qu'il va ramener une part de moralité que ces hommes ont certainement perdu en décidant d'emmener la pétition à Paris. Lui, il est là pour essayer de préserver cette moralité. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Ça, c'est compliqué. Alors, le titre à lui seul résume cette aventure un peu dramatique. C'est une mission suicide que se donnent ces soldats? Je pense qu'au départ, quand ils partent, ils sont persuadés que non. Mais ils vont être confrontés tout simplement à une réalité qui est plus grande qu'eux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser faire ça quoi qu'il arrive, moralement, politiquement, tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, ils espèrent pouvoir s'en sortir chacun de leur côté, soit en emmenant la pétition jusqu'à Paris, en se cachant, ils imaginent qu'ils peuvent s'en sortir. Mais c'est aussi parce qu'ils ont une confiance aveugle dans le sergent Pat et dans le lieutenant. Ils ont bien vu que ces deux-là étaient capables de les porter très très loin. Mais en fait, ce qu'ils ont sous-estimé, c'est ce qu'ils allaient avoir en face d'eux. Ce sont quand même des déserteurs. Ce sont des déserteurs, ils sont considérés comme tels, et en face d'eux, ils ont un personnage qui est devenu une gueule cassée à cause de déserteurs. Donc,
il déteste les déserteurs, donc il va faire tout ce qu'il faut pour les rattraper. Et évidemment, avec l'issue qu'on connaît ou que vous connaîtrez en lisant le deuxième tome. Le Chant du Cygne, c'est avant tout une aventure humaine ou une aventure historique? Est-ce que vous parlez pour dans le récit ou entre les auteurs? Oui, les deux peut-être. Bah écoutez, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en dédicace, on se rend compte que les gens nous parlent beaucoup de l'originalité du thème. Donc en ce sens, on peut que dire aussi que que l'aspect historique est extrêmement important parce que finalement on traite de quelque chose qui était très très peu traité. Mais évidemment, ce qui porte la force de ce récit, c'est l'aventure humaine entre ces hommes, jusqu'à quel point ils sont prêts à se dépasser pour se créer un avenir meilleur sans y arriver. Vous êtes sur de la couleur traditionnelle, est-ce que ce contact direct avec les planches et en fait avec les personnages est important et essentiel pour vous? Totalement essentiel. Totalement essentiel, je fais de l'aquarelle depuis très très longtemps. J'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. La première, principalement par plaisir, parce que j'aime l'aquarelle, j'aime les accidents que ça peut causer sur les planches et comment vivre avec, et comment aller au-delà de ces erreurs pour pour les transformer en qualité, j'aime la gestuelle qu'il y a dans la peinture, d'être au-dessus de mes planches et de donner des coups très larges sur un papier très humide et voir ce que ça donne. J'adore ça. En plus, je suis beaucoup plus rapide en haute couleur directe que sur ordinateur. Je suis capable de faire 2 à 3 planches par jour en couleur, alors qu'en numérique j'en ferai une et encore j'en serais pas content. Je dis souvent que Photoshop, dans Photoshop, il y a une invention qui est magnifique qui s'appelle le CTRL Z, donc la possibilité de revenir en arrière en permanence. Bah, moi, c'est mon pire ennemi, par exemple. C'est-à-dire que je pense que je perds toute la spontanéité que je pourrais mettre dans la mise en couleur. Alors que, justement, avec l'aquarelle, je dois accepter la spontanéité dans sa totalité, dans son positif comme dans son négatif, pour faire quelque chose qui me plaît à la fin. Je suppose qu'il y a eu beaucoup de recherches documentaires, oui. Visionnage de films peut-être, oui. De façon à rendre cette atmosphère. Alors en documentation, je suis allé dans une librairie spécialisée dans le 15e qui en gros traite l'armée en général, enfin tout ce qui a été armée en général depuis que ça puisse exister, donc des Romains, même avant, jusqu'à maintenant. Donc j'ai acheté quelques livres que j'ai avalés. J'ai aussi regardé les documentaires de France Télévisions qui avaient été diffusés il y a 2 ans, qui avaient été recolorisés, qui étaient captivants parce qu'ils donnaient une vision un peu différente de ce que c'était que la période 14-18. Et puis j'ai fait aussi une chose terrible, je suis allé sur des sites spécialisés. Alors quand je dis terrible, c'est terriblement passionnant, mais c'est aussi terriblement effrayant parce qu'on est confronté à des personnes qui sont des fanatiques de ces conflits et pour qui la justesse de la documentation doit être extrême, pas pour tout le monde évidemment, je peux pas faire une généralité. Exactement, donc moi je me rappelle très très bien avoir été sur un site et leur demander est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un costume d'un colonel à cette période, en 1916, parce que entre 14 et 18 les uniformes ont énormément changé d'une année à l'autre parfois. Et donc, quelqu'un gentiment me poste un uniforme, moi je dis merci, et je m'abonne à mon trade donc, sur le forum. Et puis je me remets à dessiner, à continuer à chercher la documentation sur les tanks, les véhicules, les villages à l'époque. Et j'ai ma boîte mail qui se met à se remplir d'alertes du forum où je m'étais inscrit, avec d'autres photos, avec un monsieur qui disait oui c'est bien mais ça ne correspond pas réellement à l'époque que souhaite monsieur Babouche, je vous proposerai plus ça. Et puis là il fait mais non, tu te rends pas compte, le grade que tu proposes là ça correspond pas à ça, c'est un habit d'apparat pour Et ça a continué comme ça sur 4-5 pages en l'espace d'1 heure. Et là j'ai fait oh mon dieu, je vais pas pouvoir gérer ça, je vais pas y arriver parce que très honnêtement
J'ai apprécié faire ce travail documentaire, mais je ne me suis pas complètement pris de passion pour la période non plus. Et donc quand j'ai eu ça, ça m'a effrayé, totalement effrayé. Et Xavier m'a calmé en me disant ne t'inquiète pas, si ces personnes se bloquent réellement sur le détail de la manchette que tu as mise sur l'uniforme, c'est qu'on aura mal fait notre travail, c'est qu'ils se seront concentrés sur les détails avant de penser à l'histoire. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, je me suis allégé l'esprit et j'ai fait les uniformes tels que je pensais qu'ils devaient être le plus juste et en même temps de sorte à qu'ils ne voilent pas l'histoire, voilà tout simplement. Comment s'est déroulé le travail avec les deux co-scénaristes, Xavier d'Horizon et Emmanuel Hervé? Alors Xavier et Emmanuel ont travaillé à deux mains pendant, enfin quatre, parce que sinon ils sont vraiment chauds quand même, sur la totalité des scénarios. Une fois que le scénario est validé, ils me l'envoient pour lecture. Moi je leur fais aussi déjà des retours sur le scénario en leur disant là je comprends pas, là j'adhère pas ou je pense qu'on pourrait faire comme ça. Généralement c'est mineur parce qu'effectivement ils sont tous deux extrêmement doués et que c'est toujours du petit lait à boire généralement le scénario. Et ensuite à partir de ce scénario je fais un découpage, je m'achète toujours un petit je vais pas dire Moleskine si je le dis, c'est une marque, tant pis c'est fait. Et je remplis, je fais toutes les pages en vignettes grandes comme ça, toutes les unes après les autres. Je les imprime en plus grand et je rencontre, je fais avec Xavier, on est sur Paris tous les deux et Emmanuel étant en Belgique, on ne peut pas se voir souvent. Donc je fais un point avec Xavier. Généralement, une fois que j'ai fini tout le découpage, je le vois, j'imprime en grand, j'affine le découpage en dessinant plus précisément et page par page, on fait le point. Et dans ces moments-là, je leur dis, là, tu vois, tu m'avais fait ça, moi je te propose plutôt ça. C'est un moment qui est extrêmement ouvert. Entre le premier tome et le deuxième tome, il y a eu beaucoup plus d'ouverture. C'est-à-dire que dans le deuxième tome, ils m'ont laissé des pages blanches libres que je pouvais exploiter comme je le souhaitais. Et puis ensuite, Gauthier, mon éditeur, m'a aussi donné d'autres pages parce qu'il a vu que j'aimais bien avoir plus d'air dans mon découpage. Et c'est ainsi, par exemple, que le début de l'album du deuxième tome a été transformé en 3 pages alors qu'au départ ce n'en était qu'une. Parce que je voulais proposer une entrée un peu différente, que j'ai proposée à Xavier qui m'a dit ah ouais super, je lui en ai parlé à Gauthier, mon éditeur, il a fait ah ouais super. Et voilà comment on fonctionne, c'est-à-dire qu'on a un cadre assez précis, mais on se met toujours au service du projet. Donc Gauthier et Emmanuel sont très ouverts aux propositions. Moi, quand je dessine, j'essaie de l'être autant que je peux, même si des fois, quand on me fait des remarques, je suis un peu soupe au lait, avant de les accepter, souvent aussi. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'album. D'autres projets en bande dessinée ou en tant que réalisateur? J'en ai, oui. En bande dessinée, j'ai signé un nouvel album, un one-shot de 80 pages au Lombard, encore. Avec un scénariste qui s'appelle Jérôme Hamon, dont on n'a pas encore beaucoup parlé parce que ces albums vont sortir, beaucoup d'albums vont sortir cette année. Et je pense que Jérôme est quelqu'un d'extrêmement talentueux dont on entend parler, donc j'étais très content qu'il me choisisse pour son projet qui s'appelle Mitsuo, qui raconte l'histoire d'une... C'est une histoire moderne, hein, ça se passe de nos jours. Toujours en aquarelle? Toujours en couleur directe, qui raconte l'histoire d'une mère qui va essayer de sauver son fils, qui s'est enfermé dans une forme de bulle un peu autistique, si je peux dire, et qui va tout faire pour le sauver. Toujours en couleur directe, toujours avec ce style graphique, 80 pages, voilà, et que j'espère finir pour janvier, février de l'année prochaine. Et en réalisation, dans le dessin animé, mon autre métier, là je suis en train de terminer un teaser d'1 minute 30 sur mon projet de long métrage, que je vais présenter prochainement à un événement qui s'appelle le Cartoon Movie à Lyon. Il y a un événement européen où on présente nos projets pour trouver des finances, de l'argent pour monter nos projets. Donc ça, là il y a Clark qui est en train de faire une bêtise là-bas. Fais attention Clark, c'est filmé. Justement. et donc voilà, donc j'ai ces deux projets, long métrage et bande dessinée. Et d'autres projets bien sûr en bande dessinée ou en animation, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Faut le temps que ça mérite, c'est que ça prenne. Voilà. Exactement. Vie tranquillement. Exactement. Merci beaucoup Cédric, et puis bonne fin de festival. Merci beaucoup. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.
Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête.